Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui revient tout le temps quand on parle de création vidéo, c'est le choix des outils. Oui, c'est un vrai dilemme. Exactement. D'un côté, on a les géants du secteur, des logiciels incroyables, mais qui fonctionnent par abonnement. Et ça représente un coût. Un coût non négligeable, oui. Et de l'autre, on a les logiciels gratuits. Souvent, on les voit comme des versions, disons, allégées, ou des projets un peu, à l'abandon. Et puis, au milieu de tout ça, il y a Shotcut. Il se présente comme gratuit, open source, multiplateforme et puissant. Un peu la quadrature du cercle. C'est ça. Alors la question est simple. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce que ce projet a une sorte d'arme secrète qui lui permet vraiment de rivaliser? C'est exactement la bonne question. Et je pense que la réponse, elle n'est pas dans une seule fonctionnalité, mais vraiment dans sa philosophie globale. Ah d'accord. Pour vraiment comprendre Shotcut, il faut regarder au-delà du mot gratuit. Notre analyse, justement, va s'organiser autour de ça. Alors, comment on va procéder? On va commencer par son ADN, cette fameuse culture open source, pour voir ce que ça implique concrètement. D'accord. Ensuite, on verra comment cette philosophie se traduit en capacité technique, surtout dans sa façon de gérer les fichiers. Et enfin, on regardera comment tout ça se ressent dans l'interface, dans l'expérience d'utilisation. On va voir que son arme secrète, comme tu dis, elle est visible à chaque étape. Parfait. Alors, commençons par le commencement. La première chose qu'on voit, c'est gratuit. Mais bon, beaucoup de logiciels sont gratuits. Qu'est-ce que l'étiquette open source avec cette licence GPL v3 change vraiment pour la personne qui télécharge le logiciel? C'est juste un détail pour les développeurs, non? Absolument pas. C'est même le point de départ de tout le reste. Ah oui? La gratuité, en fait, c'est juste une conséquence. La licence GPLv3, pour le dire simplement, c'est la garantie d'une transparence totale. C'est-à-dire? Le code source du logiciel est public. N'importe qui peut aller sur son dépôt GitHub, le consulter, comprendre comment il fonctionne et même proposer des modifications. D'accord. Ça change tout. Ça veut dire que le logiciel n'est pas une boîte noire, il est bâti sur la confiance et la collaboration. Donc si je comprends bien, on n'est pas face à un produit figé. C'est plutôt un projet qui évolue constamment, porté par une communauté. Exactement. Et la preuve de cette vitalité, elle est flagrante quand on regarde son rythme de développement. Les informations publiques montrent des mises à jour très, très régulières. C'est-à-dire, Tous les ans, plutôt tous les 2 mois. La version la plus récente évoquée dans les tests, la 26.1, date du 31 janvier 2026. Ça, c'est pas le rythme d'un projet en fin de vie. non, clairement pas. C'est celui d'un projet en pleine effervescence. Et il y a un autre élément qui donne une crédibilité immense au projet. Lequel? Le développement est mené par Dan Denede. Ce nom ne me dit rien, je dois avouer. Et c'est normal pour beaucoup de gens. Mais c'est le cofondateur de MLT, le Media Lovin Toolkit. MLT? MLT, c'est le moteur multimédia. C'est le cœur technique qui fait tourner Shotcut. Ah d'accord, c'est le moteur sous le capot. Voilà. C'est un peu comme si le concepteur du moteur d'une voiture de course décidait de construire sa propre voiture autour. On n'est pas face à un projet amateur, mais à un logiciel bâti sur un framework professionnel, par la personne qui le connaît le mieux. Je vois. Cette filiation garantit une cohérence et une robustesse. Exactement. L'ADN open source, ici, c'est un gage de qualité et de pérennité. D'accord, c'est très clair. Donc, ce n'est pas juste gratuit. C'est transparent, vivant et construit sur des bases techniques très sérieuses. Si la fondation est si solide, voyons comment la maison est construite. Le premier mur que les monteurs vidéo se prennent, c'est souvent la gestion des fichiers. Ah oui, le cauchemar des formats. Voilà. On a tous des vidéos qui viennent de téléphones, de drones, d'appareils photo. Un vrai chaos. Comment Shotcut gère ça? Il gère ça avec une élégance assez rare en fait. Il s'appuie sur un autre pilier du monde open source, FFmpeg. FFmpeg, ça je connais, c'est la référence. C'est la bibliothèque logicielle de référence pour décoder et encoder à peu près n'importe quel format audio ou vidéo qui existe. En l'intégrant, Shotcut devient une sorte de traducteur universel. Ok, donc il peut lire beaucoup de formats. Ça, c'est déjà un bon point. Mais ça ne veut pas dire que le processus est simple. Est-ce qu'on doit quand même passer par une longue étape d'importation où le logiciel convertit tous nos fichiers avant qu'on puisse travailler? Et c'est là qu'on touche à ce qui est sans doute la caractéristique la plus impressionnante de Shotcut. Ah, L'édition native, la réponse à ta question est non. Il n'y a pas d'étape d'importation obligatoire. comment ça? On peut littéralement ouvrir son gestionnaire de fichiers, sélectionner ses clips Ouais. et les faire glisser directement sur la timeline. Attends, une seconde. Oui. Ça veut dire que je peux prendre mon clip 4K du drone, Mhm.
une story verticale de mon téléphone Mhm. et un vieux truc en 720p d'une vieille caméra, C'est exactement ça. et je mets tout ça sur la même timeline, Mhm. et ça marche. Sans conversion, Ça marche. Pas d'étape de conversion forcée. c'est direct. Il gère ce mélange de formats, de résolution et de cadence d'image de manière transparente. Mais c'est énorme. Pour quiconque a déjà fait du montage, le gain de temps et la simplification du flux de travail sont colossaux. On peut commencer à créer immédiatement. C'est un choix de conception radical qui le distingue de beaucoup d'autres logiciels, y compris certains payants, qui sont très rigides sur ce point. C'est un argument de poids, c'est certain. Et cette flexibilité, elle se limite aux fichiers qu'on a sur notre disque dur ou ça va plus loin? Non, ça va bien plus loin. Les tests montrent qu'il peut capturer des flux en direct. C'est-à-dire? Une capture d'écran pour un tutoriel, une webcam, ou même des flux réseau en HTTP ou RTMP pour ceux qui font du streaming. D'accord. Donc c'est assez polyvalent. Il y a un détail qui montre qu'il ne vise pas que les débutants. Il est compatible avec le matériel professionnel Blackmagic Design. Ah oui, quand même. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec des cartes d'acquisition vidéo professionnelles pour enregistrer des sources SDI ou HDMI et pour prévisualiser son montage sur un moniteur de référence. Donc on peut l'intégrer dans un workflow plus sérieux. Exactement. Cette polyvalence est assez bluffante pour un outil de cette catégorie. Cette flexibilité technique est impressionnante, c'est vrai. Mais si l'interface ressemble à un cockpit d'avion, ça risque de décourager pas mal de monde. Est-ce que Shotcut est accessible pour quelqu'un qui n'est pas un monteur professionnel aguerri? L'approche qu'ils ont adoptée, c'est celle de la modularité. L'interface est composée de plusieurs panneaux. Mhm, La liste de lecture, les propriétés du clip, l'historique, les filtres. mhm. Et tous ces panneaux peuvent être déplacés, détachés ou masqués. Chacun peut donc se construire son espace de travail sur mesure. Du plus simple ou plus complexe. C'est ça. Pour un débutant, on peut n'afficher que la timeline et la prévisualisation. Un utilisateur avancé pour afficher l'oscilloscope et le spectrogramme audio. C'est une conception intelligente qui s'adapte à l'utilisateur et pas l'inverse. D'accord, c'est la base, on va dire. C'est personnalisable. Mais est-ce qu'il y a des détails, des petites choses dans l'interface qui montrent qu'ils ont aussi pensé aux utilisateurs qui ont déjà des habitudes de travail, ceux qui viennent peut-être d'autres logiciels? Il y en a plein, mais il y en a un qui est particulièrement révélateur. Le guide de démarrage rapide met en avant les raccourcis clavier pour la lecture. Lesquels? Il s'agit des touches J, K et L. J pour la lecture arrière, K pour la pause, L pour la lecture avant. Appuyer plusieurs fois accélère la lecture. Ça peut sembler anodin. Ah oui, les fameux JKL. Tu connais? Bien sûr, c'est un détail, mais ça en dit long. Ce ne sont pas des raccourcis choisis au hasard, c'est le standard utilisé par quasiment tous les logiciels de montage pro depuis des décennies. Précisément. C'est un peu un message envoyé aux habitués des grosses solutions, comme pour leur dire « vous ne serez pas perdus chez nous ». C'est exactement ça. C'est un signe de respect pour les conventions du métier. Dans la même logique, on retrouve les touches I et O pour définir les points d'entrée et de sortie d'un clip. Les in et out. Voilà. En adoptant ces standards, Shotcut montre qu'il se positionne comme un outil sérieux, qui cherche à être efficace avant tout. Il ne réinvente pas la roue juste pour être différent. Et cette quête d'efficacité, on la retrouve ailleurs, Où ça? dans la file d'attente pour les encodages, ou la job queue. Explique-nous. Concrètement, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'exportation d'une vidéo pour commencer à préparer la suivante. Ah, ça c'est pratique. On peut lancer l'export de la version 4K pour YouTube, préparer en parallèle une version plus légère pour les réseaux sociaux et une autre en format vertical. Et on les ajoute tout à la file d'attente. Et le logiciel va les traiter les unes après les autres de manière autonome. C'est une fonction typique des environnements de production qui fait gagner un temps précieux. Donc si je résume jusqu'ici, une base open source solide, des fonctionnalités puissantes comme l'édition native et une interface qui est à la fois accessible et respectueuse des standards pro. On a l'impression que c'est un projet immense. Comment une équipe, même menée par le créateur de MLT, peut maintenir et développer tout ça? Ça paraît démesuré. C'est là qu'on boucle la boucle et qu'on revient à la force de l'écosystème open source. Le secret, c'est qu'ils ne font pas tout seuls. Ils s'appuient sur d'autres outils. Exactement. Shotcut est un assemblage intelligent de plusieurs des meilleurs composants open source qui existent. On a parlé du moteur MLT et de la bibliothèque FFmpeg, mais il faut aussi citer Qt. Qt pour l'interface graphique. C'est ça, le framework qui gère toute l'interface et qui lui permet d'être multiplateforme si facilement. Ou encore la collection de plugins vidéo Fray0R qui fournit une grande partie des effets visuels disponibles.
C'est l'idée de se tenir sur les épaules de géants, en quelque sorte. Ils ne réinventent pas ce qui existait déjà, ils fonctionnent très bien. C'est la meilleure façon de le décrire. En choisissant Shotcut, on ne choisit pas juste un logiciel, on parie sur la force combinée de plusieurs des projets open source les plus robustes et les plus respectés au monde. Donc chaque amélioration de ces projets profite à Shotcut. Presque directement. Chaque fois que la communauté de FFmpeg améliore la vitesse de décodage d'un nouveau codec, Shotcut en bénéficie. Chaque fois que Qt améliore sa gestion des écrans haute résolution, l'interface de Shotcut devient meilleure. Il hérite de la maturité et de la stabilité de tout un écosystème. Et cet esprit collaboratif, on le retrouve dans le développement de Shotcut lui-même, j'imagine. Absolument. On voit par exemple que la traduction de l'interface dans des dizaines de langues est gérée de façon communautaire sur une plateforme appelée Transifex. Des volontaires qui contribuent. Des volontaires du monde entier, oui. Le code est sur GitHub, ouvert à tous. Il y a même des ponts qui sont créés avec d'autres outils créatifs. Par exemple, les sources mentionnent une intégration avec un autre logiciel libre, Glaxinamate, Qui permet de faire quoi ça? de créer et d'intégrer des animations vectorielles dans ses montages. C'est une approche modulaire, ouverte, qui contraste fortement avec les écosystèmes fermés des grands éditeurs. Si on fait la synthèse, alors pour répondre à notre question de départ, est-ce que Shotcut bluffe en se présentant comme une alternative sérieuse? La réponse semble être un non catégorique. On dirait bien. Son arme secrète, ce n'est pas une fonctionnalité unique, mais bien sa nature profondément open source qui se décline à tous les niveaux. Une fondation technique ultra solide, une flexibilité radicale avec l'édition native et la force collective d'un écosystème entier qu'il soutient. C'est une excellente synthèse. Ce qui est fascinant avec ce projet, c'est l'équilibre qu'il a su trouver. Entre accessibilité et... Et fonctionnalités avancées. Il est suffisamment simple pour qu'un débutant puisse monter sa première vidéo en quelques minutes, mais il est truffé de fonctionnalités, de standards et de logiques de travail qui parlent directement à un professionnel. Et le fait qu'il soit toujours en développement actif est un signe très positif. Oui, son avenir semble assuré par sa base technologique et communautaire. Ça en fait une option de plus en plus crédible. Ce n'est pas un outil statique, c'est un projet qui grandit et s'améliore constamment. C'est une conclusion très claire. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une pensée à laisser à notre auditoire. En effet, la maturité d'un outil comme Shotcut pose une question de fond. Laquelle? À une époque où le modèle de l'abonnement mensuel devient la norme pour accéder aux outils créatifs les plus puissants, quelle place un projet comme celui-ci, transparent, collaboratif et entièrement gratuit, peut-il réellement occuper dans les flux de travail de demain? Est-ce une niche pour les passionnés du libre? Ou le signe avant-coureur d'une manière différente de concevoir et de distribuer les outils de création? La question reste ouverte.